Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable monument, l'un des discours les plus importants du XXe siècle, le fameux I Have a Dream de Martin Luther King. On va plonger ensemble dans les coulisses de sa création pour comprendre comment ces mots, prononcés un jour d'été en 1963, ont été construits pour marquer l'histoire. Je fais un rêve. Il suffit de prononcer ces quelques mots pour que des images fortes nous viennent en tête. Celles de l'espoir, de la lutte pour la justice et l'égalité. Mais ce que l'on sait moins, c'est que derrière cette phrase devenue mythique, il y a toute une histoire, un mélange incroyable de préparation minutieuse et d'improvisation géniale. Et c'est cette histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors voilà notre feuille de route pour ce voyage dans le temps. D'abord, on va poser le décor, le contexte historique de la marche sur Washington. Ensuite, on explorera les origines de cette fameuse improvisation. Puis, on analysera l'architecture même du discours, avant de voir comment il était perçu à l'époque. Et on terminera avec un aspect vraiment méconnu et assez surprenant, la question des droits d'auteur. Allez, on y va. Plongeons directement en 1963. On est le 28 août et ce n'est pas du tout une journée ordinaire à Washington. C'est le jour de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Un moment absolument décisif pour le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut visualiser ce chiffre. 250 000. Laissez-le résonner un instant. 250 000 de personnes, noires et blancs, rassemblées pacifiquement au pied du Lincoln Memorial. La force du symbole est juste colossale. C'est un message incroyablement puissant envoyé à toute la nation. Mais attention, cette marche, c'était bien plus qu'un symbole. Il y avait un objectif politique très concret. Mettre la pression sur le gouvernement de John F. Kennedy pour qu'il fasse enfin passer sa grande loi sur les droits civiques, le Civil Rights Act. Le peuple était là pour dire maintenant, ça suffit. Il faut agir. Ok, maintenant qu'on a le décor, parlons du discours en lui-même. On a souvent cette image d'Épinal, l'idée que la partie I Have a Dream est sortie de nulle part, une improvisation pure. La vérité, en fait, est beaucoup plus subtile et, je trouve, encore plus fascinante. Ce rêve n'est pas né ce jour-là. Ce qui est incroyable, c'est que ce thème du rêve, ça faisait des années que Martin Luther King le travaillait, le polissait. Dès 1960, il l'évoque. On le voit ensuite tester la formule, l'affiner, la répéter dans plusieurs discours, notamment à Détroit, quelques mois à peine avant Washington. En fait, il s'entraînait, sans le savoir, pour le plus grand discours de sa vie. Et puis arrive le moment magique, le moment où tout bascule. King est sur scène, il suit son texte préparé, et c'est là que la légendaire chanteuse de gospel Mahalia Jackson, qui est juste à côté de lui crie cette phrase. « Parle-leur de ton rêve, Martin !» C'est l'étincelle. Il lève les yeux de ses notes et il se lance. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Alors, qu'est-ce qui rend ce discours si puissant, au-delà de l'émotion du moment? C'est sa construction. C'est une véritable œuvre d'art rhétorique, une sorte de mosaïque de références. King ne parle pas qu'avec ses propres mots. Il convoque toute l'histoire et la culture américaine pour donner à son message une portée absolument universelle. Le génie de King, c'est vraiment de tisser ensemble des fils qui parlent à tout le monde. Il s'appuie sur Abraham Lincoln, le sauveur de l'Union, sur les textes fondateurs de l'Amérique, sur la Bible évidemment, mais aussi sur des chants patriotiques que tous les écoliers connaissent et sur les négros spirituels, l'âme de la culture afro-américaine. Il crée un langage commun. Prenons cet exemple. C'est un coup de maître. King ne rejette pas le rêve américain. Au contraire, il le prend au mot. Il utilise la phrase la plus sacrée de la Déclaration d'indépendance pour mettre l'Amérique face à ses propres contradictions. En gros, il ne dit pas « votre idéal est faux ». Il dit « soyez enfin digne de votre propre idéal ». C'est d'une puissance redoutable. Et là, il va encore plus loin. En citant le prophète Amos de l'Ancien Testament, il se place dans la grande lignée des prophètes. Il donne à son combat une dimension morale, sacrée, presque inéluctable. Il ne s'agit plus seulement d'une lutte politique, mais d'une quête spirituelle pour l'âme de l'Amérique. Bon, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment ce discours a-t-il été reçu sur le moment? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il a fait l'unanimité tout de suite, mais en réalité, c'était loin, très loin d'être le cas. L'impact a été énorme, oui, mais il a aussi profondément divisé le pays. Le contraste est saisissant. D'un côté, pour les militants des droits civiques comme John Lewis, c'était un moment d'inspiration divine, un tournant. De l'autre côté, une grande partie de l'Amérique blanche était très méfiante. Il faut se souvenir de ça. Des sondages de l'époque montrent que beaucoup voyaient King comme un extrémiste. Ça nous rappelle à quel point ce qui nous semble évident aujourd'hui était radical à l'époque. Mais, malgré cette méfiance, les conséquences concrètes, elles, ont été rapides et immenses. La marche et ce discours ont mis une pression politique telle que le Civil Rights Act a été signé l'année suivante. Et pour King, la reconnaissance est devenue mondiale. Personnalité de l'année du magazine Time, puis le prix Nobel de la paix. Tout s'est accéléré.
Et on arrive à notre dernière partie qui est sans doute la plus inattendue. On pourrait se dire qu'un discours d'une telle importance historique, un tel message d'espoir appartient à l'humanité entière. Eh bien, du point de vue de la loi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout repose sur un concept juridique qui s'appelle la publication restreinte. Je vous la fais courte. Même si le discours a été prononcé en public et diffusé à la télé, un tribunal a estimé en 1999 que ça ne suffisait pas à le faire tomber dans le domaine public. Pourquoi? Parce que King avait déposé un copyright 1 mois après l'événement, protégeant ainsi son œuvre. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Eh bien que les droits du discours sont gérés par une grande maison d'édition pour les héritiers de King. Si vous voulez utiliser un extrait dans un film ou une pub, il faut payer une licence. Et le plus fou, c'est que pour regarder légalement le discours en entier, la seule option est d'acheter un DVD bien précis. Il faudra attendre 2038 pour qu'il soit enfin libre pour tous. On termine donc sur ce paradoxe assez fascinant. Comment un message si universel, un appel à la liberté pour l'humanité, peut-il être en même temps une propriété privée? C'est une tension intéressante entre l'idéal du message et les réalités du droit. De quoi réfléchir à la façon dont on préserve et on partage notre histoire commune. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.